Bonjour à tous, merci beaucoup. Je remercie chaleureusement le comité scientifique du congrès de m'avoir invité. Et effectivement, je suis anesthésiste réanimateur à Marseille et je fais le serment devant vous d'être plus modéré et sur la réserve que mes aînés. Alors effectivement, nous, on a de l'animation et c'est effectivement sur le port, vous pouvez rencontrer un certain nombre de personnages illustres et je vais essayer d'être un peu plus dans la modération que ces personnes. Alors, je suis content de vous montrer cette diapositive qui n'a pas été montrée jusqu'à présent et qui rappelle en fait l'incidence et l'hétérogénéité qu'il existe quand même dans le monde. Globalement, suivant les rapports et les estimations qu'on fait, on place parfois le traumatisme crânien comme la première ou la deuxième cause neurologique avec des coûts qui sont extrêmement importants, que ce soit en coûts directs ou indirects, avec des estimations qui vont jusqu'à 400 milliards de dollars, ce qui est bien sûr très important, et avec aussi un impact très important de la prévention routière, où vous voyez finalement que c'est dans le pays en voie de développement qu'il y a le plus d'accidents par accident de la route. Et puis on se retrouve finalement dans une situation où chez les plus jeunes, on va avoir peu de mortalité, mais alors énormément de handicap, et une répartition un peu bimodale où les sujets âgés vont peut-être plus chuter, avoir d'autres types d'accidents, avec par contre là une mortalité qui est extrêmement importante et qui est plus ou moins expliqué par plein de choses. Il y a effectivement l'effet LATA, mais il y a aussi une vulnérabilité du cerveau qui est plus important chez le sujet âgé, on le sait. Et quoi qu'il arrive, chez le traumatisme crânien grave, on arrive jusqu'à 80% d'handicap physique, cognitif, psychologique également, ce qui est bien sûr énorme. Alors, si on doit un peu définir la lésion tertiaire, ce qui est important, c'est de revenir à la base. Ça, c'est une lésion primaire. C'est le début, c'est globalement un impact qu'on a au niveau de la tête. Ici, c'est un traumatisme sportif, et ça paraît assez simple de définir la lésion primaire comme ça, c'est-à-dire l'impact. La lésion secondaire, finalement, on est dans des mécanismes métaboliques où on va avoir de l'inflammation, de l'excytotoxicité, des désordres ioniques, des stress oxydatifs, une dysfonction mitochondriale qui vont aboutir finalement à une neurodégénération. C'est ce qu'on voit très bien ici. Et puis, la lésion tertiaire, finalement, c'est une entité qu'on va essayer de définir ensemble, mais qui, globalement, correspond à une atrophie, une perte neuronale, qui va survenir plutôt dans un versant chronique, au bout de quelques semaines, voire quelques années. Et la meilleure manière de la définir, et finalement c'est ce qui a été fait au départ, c'est sur les grandes cohortes de suivi de traumatisme crânien, où de quelques centaines à plusieurs millions, on s'est rendu compte que les individus avaient un risque plus important de maladie et de démence. Alors, les outcomes ne sont pas toujours les mêmes, hein. Ça peut être la maladie de Parkinson, il y a la maladie d'Alzheimer, il y a les démences toutes confondues. Et on sait finalement que ces patients-là vont avoir un risque jusqu'à x10 de faire une démence. Ça, c'est la définition clinique. Et il y a aussi une approche de timeline où finalement on se rend compte que il y a une petite différence quand même entre les patients qui vont avoir un traumatisme crânien grave aigu et ceux qui vont avoir des traumatismes répétés, ou ceux qui vont avoir un traumatisme crânien grave aigu vont avoir un gros impact puis une récupération, et une atrophie qui va plutôt être dans la substance blanche, alors que les traumatismes répétés, ça va être une accumulation, hein, comme dans les traumatismes sportifs, qui finalement va plutôt concerner la substance grise, et avec des maladies qui sont un peu différentes, comme par exemple Mohamed Ali et son syndrome parkinsonien, c'est un petit peu différent. Si on doit un peu définir ça différemment, on peut faire un abord histologique. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un continuum entre l'agression initiale et les lésions actionnelles diffuses et l'apparition de deux entités. Les deux entités, c'est les protéines tau phosphorylées qui sont au niveau périvasculaire et les dépôts de plaques bêta-amyloïdes. Et ça, on sait qu'il y a un continuum et un certain nombre de mécanismes physiopathologiques qui vont faire apparaître ces lésions-là. Alors, c'est un certain nombre de choses qui sont utilisées pour les classifications histopathologiques. Habituellement, en anatomopathologie, on parle du stade 1 quand il y a des liaisons au niveau périvasculaire. Ensuite, le stade 2, c'est plutôt dans le fond des sillons. Le stade 3, c'est quand il y a une atteinte du lobe temporal. Et le stade 4, c'est quand ça concerne tout l'encéphale. Et finalement, on se rend compte qu'il y a énormément d'analogies avec la maladie d'Alzheimer, mais il y a quand même quelques petites différences où finalement, au niveau histologique, les apparitions de ces lésions-là ne sont pas toujours constantes. Et surtout, en termes topographiques, sur les traumatismes crâniens, ça va d'abord apparaître au niveau des zones où il y a le plus de force de cisaillement, alors que pour la maladie d'Alzheimer, on est plutôt sur des zones centrales au niveau de l'hippocampe, et ensuite concerné en périphérie le télencéphale. Alors, une autre manière d'aborder le problème, ce serait l'imagerie. Et ça fait partie des grandes cohortes et des papiers qui sont sortis récemment,
où on utilise un tenseur morphométrique, c'est-à-dire qu'on prend 2 IRM, on essaye de coller des points de l'un à l'autre, et on voit la différence qu'il y a en termes de localisation sur ces 2 points. Ça permet de voir quoi? Ça permet de voir qu'il y a une augmentation du système ventriculaire et du LCR, et bien sûr une atrophie de toutes les autres zones et au niveau tissulaire de l'encéphale. C'est ce qu'on avait fait nous sur le travail qu'on avait fait à Marseille, où on avait suivi une cohorte de la Pitié-Salpêtrière avec un suivi sur 5 ans. On voit finalement que chez les sujets sains, il y a une petite atrophie, mais qui est en fait liée à l'âge. Globalement, on perd 2% de volume encéphalique par an. Et ensuite, on est sur les patients traumatisés crâniens avec une atrophie qui est beaucoup plus importante et qui concerne surtout les parties centrales. Et lorsqu'on s'y intéresse d'un peu plus près, on voit qu'il y a certaines zones qui, en tout cas dans les extrêmes, peuvent concerner jusqu'à 70 voire 90% d'atrophie. Et la chose qui est aussi intéressante, et là ça ouvre un peu le sujet à des choses un peu plus complexes, c'est que sur la signature en tenseur de diffusion, dès le départ, il existe une corrélation entre la valeur de fraction d'anisotropie et de diffusion moyenne et la survenue de ces atrophies. C'est quelque chose qui existe non seulement en phase aiguë, c'est-à-dire dès les 3 premières semaines, et aussi en phase chronique. C'est-à-dire qu'il y a une signature du tenseur de diffusion sur ces lésions tertiaires avec une causalité avec les lésions primaires qui reste à déterminer. Et c'est bien là le sujet, c'est que globalement, on sait qu'il y a théoriquement des lésions qui sont un petit peu définies, avec la lésion primaire, la lésion secondaire et la lésion tertiaire, et qu'il va y avoir un outcome clinique et des marqueurs bio-inflammatoires. Mais globalement, les interactions qui existent entre elles, elles sont un peu difficiles à faire. Alors on sait que, ça a été un petit peu abordé hier, qu'il existe une association entre une crise métabolique, un problème métabolique qui est retrouvé ici en microdialyse et la survenue d'atrophie. Ici, c'est ce qui montre que quand il y a une atteinte au niveau du ratio lactate-pyruvate, il va y avoir une atrophie qui va survenir à long terme. Et c'est un travail qui vous a été montré hier, qui avait été déjà prouvé, mais sur une cohorte rétrospective. Alors finalement, si on doit reprendre un petit peu le petit train, qu'est-ce que c'est finalement la définition et comment on traite une lésion primaire? Alors ça a été abordé plusieurs fois, hein, il y a une hétérogénéité qui est extrêmement importante sur la lésion primaire et je mets au défi tout le monde ici de vraiment bien caractériser ça quand il y a une multitude de lésions. Et c'est ce qu'on voit ici dans les cohortes notamment de Center TBI, où finalement quand vous prenez un certain nombre de patients traumatisés crâniens, qu'ils soient légers, modérés ou sévères, va y avoir une coexistence de plusieurs types de lésions dans des topographies différentes et où c'est extrêmement difficile de les caractériser. Et là où c'est encore plus compliqué, c'est que en fonction de type de lésion primaire que vous caractérisez, vous allez avoir une chance de vous faire opérer qui est extrêmement variable entre les centres. Et vous pouvez voir qu'en fonction des centres, il y en a certains qui vont faire la chirurgie et d'autres pas du tout. Donc, ce qui pose encore plus de problèmes pour apprécier tout ça. Alors, l'autre manière aussi de caractériser la lésion primaire, ce serait finalement quelque chose qui s'approche de la biomécanique. Et c'est ce qui est fait dans un certain nombre de laboratoires dans les modèles en éléments finis, où finalement ils essayent des types d'impact. Ici, c'est le traumatisme sportif. Ici, c'est une chute. Ici, c'est un accident de la route. Et on voit dans la simulation qu'est-ce que ça peut donner en termes de contraintes biomécaniques et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette lésion primaire. Et dans les modèles les plus aboutis, on prend finalement un maillage de tenseurs de diffusion sur lequel on colle un certain nombre de contraintes biomécaniques qu'on va fitter directement sur l'IRM. Et en fonction de la contrainte qu'on va avoir et du type d'encéphale, est-ce que c'est un homme, une femme, quel est le volume de cerveau qu'il y a, on voit apprécier les contraintes. Et vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction du volume et de la caractérisation de votre cerveau, vous allez avoir des contraintes qui sont complètement pas comparables. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on fait ça en animation, on voit que la majorité des contraintes à haute vitesse sont quand même toujours globalement dans le centre du cerveau, ce qui est assez cohérent avec finalement les résultats qu'il y a sur l'atrophie. Alors comment est-ce qu'on peut mieux caractériser ça? Ça a été un petit peu abordé hier. Il y a effectivement l'IRM de morphométrie avec lequel on peut utiliser un certain nombre de scripts et de logiciels qui vont permettre de segmenter le cerveau et puis y associer un tenseur de diffusion. Le tenseur de diffusion, on vous l'a expliqué hier, c'est le degré de contrainte de la molécule d'eau. Elle est extrêmement basse typiquement dans les noyaux gris centraux, extrêmement haute dans la gaine de myéline puisqu'il y a une contrainte. Et puis on va avoir un certain nombre d'indices de diffusion en fonction de la variation de cette molécule. Et c'est ça qui vous permet, par exemple, de faire ce genre d'image extrêmement graphique sur la tractographie, mais qui reste qu'une appréciation mathématique. C'est-à-dire que les méthodologistes un peu rigoureux disent qu'à partir du moment où on utilise de la tractographie, le meilleur gold standard, ce serait finalement de faire de l'histologie et de vérifier si il y a une corrélation entre les fibres qu'on mesure en la densité de fibres et la réalité. Et on en est très très loin pour le moment.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en utilisant ces cartes lésionnelles, on peut apprécier un certain nombre de choses. Ici, par exemple, c'est en utilisant un T2, en regardant un petit peu l'œdème qui existe, c'est un flair, pardon, l'œdème qui existe chez les patients et de caractériser un peu mieux les lésions. Ici, il y a une différence entre les sujets contrôle, les patients traumatisés crâniens tout confondus, et en fonction du pronostic, est-ce qu'il y a des différences en termes de probabilité de lésion. Et là encore, je vous présente ce qui vous avait été montré hier, mais globalement, l'idée, ce serait de l'utiliser en pratique et en routine quotidienne pour un peu mieux caractériser cette lésion primaire et essayer de dégager des indices qui soient un peu plus robustes et constants que l'appréciation visuelle et des choses qui sont du ressort plus des centres que de la rigueur en termes d'appréciation d'image. Et effectivement, ça, c'est aussi ce qui vous avait été montré hier sur les informations que ça peut dégager en termes de probabilité d'œdème cytotoxique ou vasogénique et du coup, mieux caractériser le traitement. L'autre chose à avoir en tête, c'est effectivement la prise en charge de la lésion secondaire. Et c'est ce qu'on a un peu abordé aussi. Ça, c'est par exemple deux scanners pardon, qui sont faits à deux moments différents. On voit la lésion primaire ici avec un hématome extradural, avec un petit sous-dural derrière. Et puis, l'apparition des lésions secondaires qui vont être ischémiques par la suite, surtout le lobe temporal gauche. Et finalement, il y a un certain nombre de choses qui sont codifiées sur la prise en charge avec des niveaux de plus en plus importants en fonction de l'urgence du traumatisme crânien et des objectifs qui sont fixés en fonction, bien sûr, de l'hypotension artérielle, l'hypoxémie, l'hypocapnie, l'hypercapnie, l'hyperthermie, la dysrégulation glycémique et l'anémie. Et tout ça pour arriver à deux concepts qu'on aborde régulièrement dans la prise en charge du traumatisme crânien, le concept de Rossner et le concept de Lund, avec des objectifs qui vont être très très différents en fonction de l'idée qu'on se fait du patient. Et bien sûr, l'idéal, c'est d'utiliser des outils de monitoring pour mieux apprécier la pression intracrânienne, le débit sanguin cérébral, l'oxygénation tissulaire au niveau cérébral et des indices aussi de métabolisme et d'électrophysiologie avec le EEG et la microdialyse. Tout ça pour dire que finalement, je ne suis pas sûr qu'on fasse tous la même chose, et j'en suis même persuadé, et que c'est très très difficile d'apprécier ces situations, c'est très difficile de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on va privilégier, et on voit sur cet article sur ICM qu'il y a des propositions et que globalement on retrouve tout ce qu'on a dit pendant ce congrès, mais que c'est difficile finalement de caractériser cette situation clinique A, B, C ou D pour optimiser la pression artérielle moyenne, et optimiser la PIC, la PPC, et optimiser la PTiO2. En plus de ça, si on doit parler de lésions tertiaires, il faut quand même avoir en tête qu'il y a une variabilité individuelle qui est énorme. Et maintenant, quand on s'intéresse un peu à la métabolomique et qu'on regarde qu'est-ce qui se passe en termes d'expression métabolique en fonction des patients et en fonction de la gravité du traumatisme crânien, on se rend compte qu'il y a des profils métaboliques qui sont différents et qu'en plus de ça, ça joue directement sur le devenir des patients. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop de quoi est la poule et de quoi est l'œuf, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une association entre le métabolisme et le devenir du patient. On ne sait pas si c'est une prédisposition génétique ou si c'est parce que le patient est grave qui va exprimer un certain nombre de métabolomiques différentes. Et puis la dernière chose, c'est sûr que c'est la méthode d'évaluation morphométrique de la lésion tertiaire. C'est-à-dire, finalement, c'est quoi le diagnostic d'une lésion tertiaire si on doit prendre de l'imagerie? Alors, il y a une grosse hétérogénéité par rapport à ça. Il y a des méthodes qui sont extrêmement différentes. Parfois, on utilise le tenseur morphométrique, parfois la volumétrie seule, parfois il y a des sujets contrôle, parfois non. On y associe parfois le tenseur de diffusion. Il y a parfois un suivi longitudinal, parfois non. Mais en tout cas, c'est extrêmement compliqué de se faire une idée, de comparer cette littérature. Et d'ailleurs, l'un des premiers travaux, ça a été fait dans les années 90, et ils avaient fait quelque chose de relativement simple pour commencer. Ils prenaient la surface du fornix et ils l'indexaient par rapport à la distance qui existait au niveau des deux ventricules. Par la suite, on a utilisé d'autres types de méthodes. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un tenseur morphométrique. On prend deux points, on voit l'étirement qui existe entre ces deux points, entre deux IRM, et ça nous donne une idée en Z-score de l'atrophie, mais ça reste une approche mathématique. Il y a d'autres choses qui existent, et ça, c'est des papiers qui sont très montrés, notamment en psychiatrie, où finalement, vous allez contourer la surface du cortex, vous allez contourer la limite que vous avez entre la substance blanche et la substance grise, et vous allez inférer une épaisseur corticale. Ça, c'est par exemple ce qu'on peut retrouver chez les patients atteints de la maladie de Parkinson, où on vous explique qu'il va y avoir une atrophie corticale, etc. Mais il y a beaucoup de difficultés à apprécier tout ça, parce qu'on va parler en fait de différences millimétriques qui sont en dessous de la résolution de l'IRM,
Donc en termes de méthode et de mathématiques, ça reste toujours un petit peu compliqué à apprécier. Et puis la dernière chose, c'est surtout quelque chose de volumétrique, où globalement, on va prendre des indices d'intensité en fonction de la zone des voxels, et on va réussir à délimiter le système ventriculaire, la substance blanche et la substance grise, et puis par la suite appliquer des algorithmes de segmentation qui vont permettre d'apprécier mieux les volumes. Alors ça, c'est très bien, mais finalement, on se rend compte que c'est très difficile de comparer tout ça, et il y a des propositions actuellement d'un point de vue méthodologique d'utiliser ce type d'approche, c'est-à-dire que ils ont utilisé une grosse cohorte de Luca Bank où il y a des centaines de milliers d'IRM. Et globalement, ce dont on se rend compte, c'est que l'évolution de la substance grise, de la substance blanche, de tout ce qui est sous-cortical et finalement de la possibilité d'avoir une atrophie avec le volume ventriculaire dépend énormément bien sûr de l'âge et du sexe. Et finalement, leur proposition, c'est de rentrer tout ça dans une grande moulinette, d'intégrer l'épaisseur corticale, le volume qui existe sur une surface corticale, d'intégrer également l'âge, le sexe et certains autres paramètres, ça peut être le niveau socio-économique, ça peut être plein de choses, et en fait d'utiliser ce qu'on a appris tous à la faculté, des percentiles, des Z-scores, et faire comme les pédiatres, c'est-à-dire que on pourrait estimer cette volumétrie et finalement cette différence de volume avec des courbes qui soient vraiment propres de la population et qui soient moyennées sur un grand nombre de malades. L'autre question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on l'évalue d'un point de vue fonctionnel? C'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y avait une augmentation de la démence, mais bon, c'est quand même loin d'être trivial de se mettre d'accord sur une échelle. Et ça fait appel finalement à notre connaissance qu'on a sur le cerveau. Lorsqu'on prend par exemple l'hippocampe, ça paraît assez simple, c'est le siège de la mémoire, on fait tout de suite le rapport avec la maladie d'Alzheimer, on se dit que finalement ça a l'air assez simple à aborder. Oui, mais pour la mémoire, et c'est quelque chose qui est aussi connu et qu'on a appris à la faculté, il y a plein de types de mémoire différentes. C'est la mémoire déclarative, non déclarative, qui est procédurale, avec plein finalement de zones topographiques qui sont impliquées, et c'est parfois très difficile d'aborder une fonction cérébrale et sans prendre en considération toutes les implications fonctionnelles qu'il y a derrière. Et quelque chose d'aussi simple que par exemple que le faisceau cortico-spinal, bah, c'est loin d'être aussi trivial. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur les échelles qu'on utilise. Et ça, c'est de la même manière dans Center TBI. On se rend compte que les échelles qui sont utilisées et l'appréciation qu'on se fait d'une fonction est très très variable entre les centres. Et il y a beaucoup de difficultés à reproduire les résultats qu'on trouve sur une étude. Alors effectivement, une fois qu'on a parlé de tout ça, on va quand même parler un petit peu de neuroprotection. Et là, je vais être très très embêté, hein, puisque le gros problème de la neuroprotection, c'est effectivement comment est-ce qu'on va corréler tous les indices qu'on a à l'IRM, les indices histopathologiques et les essais qu'on a, avec le fouillis de la jungle qui existe dans ces choses-là, puisque quand on reprend la littérature, on se rend compte qu'il y a des idées au niveau biologique et cellulaire sur comment ça marche, il y a des applications, mais finalement, il y a un niveau de preuve qui est extrêmement bas, il y a une variété de molécules qui est extrêmement importante, ce n'est pas le sujet du topo, mais ce qui est certain, c'est que l'obstacle majeur, c'est que la majorité de tout ça, ça a été fait chez l'animal. Et chez l'animal, c'est extrêmement difficile de faire des inférences sur la barrière hémato-encéphalique, la pharmacologie, la pharmacodynamique. On a vu tout à l'heure que même sur l'espèce humaine, il y avait des métabolomiques différentes. Autrement dit, probablement que parler des animaux, c'est une très mauvaise piste. Et d'autant plus que ça a été montré également hier, quand on se rend compte de la temporalité et de l'intensité des phénomènes, qu'ils soient cellulaires, immunologiques ou inflammatoires, on se rend bien compte que c'est extrêmement difficile de choper la bonne fenêtre de tir pour la bonne espèce et appliquer un traitement qu'on pourrait donc inférer à tout le monde. Alors, la plupart des experts proposent cette approche, hein, c'est d'utiliser finalement des biomarqueurs, donc qui peuvent être sanguins, qui peuvent être du PET scan, qui peuvent être effectivement de l'IRM et des DTI, de se mettre un petit peu d'accord sur la fonction, la fonction cognitive qu'on va également évaluer et de passer rapidement finalement à l'humain et arrêter de perdre du temps sur les modèles animaux. Et si on refait un petit peu un rapide tour de ce qui est mis en lumière actuellement sur la neuroprotection, sur le traumatisme crânien, il y a beaucoup de choses qui sont en cours, beaucoup de choses qui sont NS, beaucoup de choses qui sont simplement sur la biologie mais sans vraiment outcome clinique. Et finalement, les principales molécules récentes ou pas, c'est la corticothérapie, où là on sait que très clairement ça ne marche pas dans toutes les méta-analyses et dans tous les essais randomisés. Les statines, où parfois on se rend compte qu'il y a un effet sur
l'incidence de la démence, mais c'est très difficile de savoir si c'est quelque chose qui est propre à la neuroprotection du traumatisme crânien ou si c'est simplement la protection des facteurs de risque cardiovasculaire dont on sait que c'est un déterminant important pour la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a aussi le PO qui a été souvent étudié. Et où là, très clairement, sur l'essai randomisé contrôlé 2015, c'est NS. Et sur les dernières méta-analyses, il y a une petite tendance, mais je vous porte l'attention sur le I carré qui rend la méta-analyse qui est complètement sur laquelle on ne peut pas conclure. Alors, certes, on a un petit peu choisi de prendre cet abord de prévention où il y a une cascade d'événements entre la lésion primaire, la lésion secondaire et la lésion tertiaire. Mais il y a quand même une hypothèse, c'est que finalement, ces lésions vivent un peu pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas forcément de causalité entre elles. Et cette hypothèse, elle est portée aussi par ce travail, où finalement, ils ont pris des souris sur lesquelles ils ont fait un traumatisme crânien. Ils ont pris du parenchyme de cette souris qui avait un traumatisme crânien qu'ils ont instillé à une souris normale. Et en fait, on se rend compte qu'elle développe aussi les mêmes types de lésions, avec une apparition de protéines tau phosphorylées et de bêta-amyloïdes. Ce qui voudrait dire qu'en dehors de tout problème de traumatisme crânien, le simple fait d'être exposé à ces médiateurs-là va faire en sorte que la maladie se développe. Et ça fait appel aussi à un certain nombre d'essais randomisés contrôlés qui existent notamment dans la maladie d'Alzheimer, où là, il y a énormément d'excitation autour des anticorps bêta-amyloïdes. Et là, ce que vous voyez, c'est l'effet de la molécule sur la baisse de la protéine tau sur les marqueurs de LCR et également sur le PET scan. Et ça a été fait sur deux molécules, dont notamment une molécule qui est très médiatisée en ce moment, qui est le lecanemab, où il y a un effet dose-réponse sur la protéine tau phosphorylée et également sur les lésions que vous allez avoir au PET scan. Alors, il y a eu une communication, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois ou deux, où globalement, le laboratoire a communiqué très largement sur une cohorte de patients suivis par la maladie d'Alzheimer, avec 1800 patients, où ils arrivaient sur leur échelle à faire une différence de 0,5. Et là, vous vous intéressez à l'échelle, et en fait, vous voyez que 0,5, probablement, qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, parce que pour passer de very mild dementia à questionable impairment, vous voyez que finalement, 0,5, je ne suis pas sûr que ce soit très, très pertinent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de travaux qui sont en cours pour faire en sorte de prévenir le déclin cognitif et la démence. Et finalement, ce dont on se rend compte, c'est que ce qui est fait le plus, c'est les réhabilitations, c'est les bundles multidisciplinaires, où on va vraiment faire en sorte de réinsérer les patients d'un point de vue social, de faire de la MPR de manière optimisée. Et il y a un certain nombre de choses qui sont faites sur la stimulation non invasive, sur les programmes assistés par informatique, sur la musique, sur le fait de faire des programmes spécifiques sur l'expression et pour améliorer les fonctions vocales. Et effectivement, les choses qui sont les plus porteuses en ce moment, ça reste la stimulation extracérébrale, on en a un petit peu parlé, mais avec un niveau de preuve qui n'est pas très bon et surtout des toutes petites cohortes. Voilà. Pour conclure, c'est compliqué, tout simplement parce qu'il y a une difficulté pour définir et traiter la lésion primaire, que la prise en charge de la lésion secondaire, c'est loin d'être simple, qu'il y a une grosse variabilité individuelle, qu'on n'est pas d'accord sur l'évaluation morphométrique de la lésion tertiaire, ni sur l'évaluation fonctionnelle, et que pour l'instant, les pistes de neuroprotection sont extrêmement compliquées à évaluer. Merci beaucoup.